something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format spécial consacré à la saga James Bond. Vous le savez déjà si vous avez écouté notre précédent épisode consacré à Dr No, mais si ce n'est pas le cas, je vous rappelle le concept. Pour préparer le terrain avant la sortie le 8 avril prochain de No Time to Die, 25e film mettant en scène le célèbre espion britannique, nous allons revenir chaque semaine sur un épisode emblématique de la franchise James Bond. Et cette semaine, on revient sur un opus mythique, le deuxième de la saga, à savoir Bon baiser de Russie. Et pour en parler, je reçois Alexandre Caporal. Salut Alex. Bonjour Thibaut. Alors, comme on l'a dit dans le précédent Vodka Martini, la franchise James Bond, elle est lancée en 1962 avec le film Dr No, qui est à la base un petit projet avec un budget très réduit, un acteur à peu près inconnu, et finalement, ça devient un énorme succès. Le personnage est instantanément culte et Sean Connery devient pour de bon une star. Donc forcément, à peine un an plus tard, la société Eon Productions, qui chapeaute la franchise, elle peut enchaîner sans souci sur une suite, Alex. Oui, parce que là, les deux producteurs se disent, on a les étoiles qui sont toutes alignées, ça s'est très très bien passé, le film a été super bien reçu, que ce soit la critique ou le public. On a Sean Connery qui a cartonné en James Bond, qui a énormément plu. On a Terence Young qui est un réalisateur talentueux, qui maîtrise les codes justement des bouquins de Ian Fleming, qui est arrivé très bien à les retranscrire, qui a fait le premier opus. On a toute son équipe qui est derrière, et puis donc on a la possibilité de repartir directement. Et donc là, on accélère en fait les choses, et c'est assez drôle de se dire que dès les années 60, on a eu en fait cette logique un peu de production à la chaîne, avec un calendrier, parce que finalement à l'époque, Saltzman Broccoli se sont dit on va sortir un James Bond par an. Et donc on retrouve une logique en fait qui a dominé en fait nos années 2010 en fait, avec notamment les Marvel. Qui domine à présent, mais qui n'était pas forcément très courante à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de franchises comme ça de plusieurs films. Il y aura La Planète des Singes à la même époque qui fera ça, mais sinon c'est pas si courant que ça à Hollywood à l'époque. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui en fait compliquera un petit peu la production du film, parce que produire à la chaîne comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont eu moins d'un an pour tout faire, pour choisir le bouquin, pour choisir comment on allait l'adapter, pour écrire, pour réaliser, tourner, monter, etc. Donc c'est un petit peu un calvaire à faire. Terence Young a été un petit peu pressé comme un citron pour sortir quelque chose de rapide. Et puis alors à l'époque, pourquoi on choisit Bon baiser de Russie, le roman de Ian Fleming? Parce que il se trouve que John Kennedy, qui était président à l'époque, était très populaire, hein, on le sait, et puis il avait publié en fait dans un magazine américain qui s'appelle Life ses 10 romans favoris, et dans ces 10 romans figurait en fait Bon baiser de Russie d'Ian Fleming. Donc les Anglais qui ont produit cette série de James Bond, ils se sont dit pour aller draguer Hollywood et aller draguer les Américains, si ça plaît à Kennedy, ce Bon baiser de Russie, ça va peut-être plaire également au public américain. Donc on va les choyer un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça que le projet démarre avec ce livre-là. Qui est le 5e de la série en fait, donc qui vient avant Dr No normalement. Parce que c'est vraiment, on a, je crois qu'il n'y a pas un seul bouquin qui est adapté dans l'ordre qui le précédait, etc. Qui vient avant Dr No, et pourtant en fait ce Bon baiser de Russie, il se place comme une suite directe au premier film Dr No sorti en 62. On a toujours l'organisation Spectre qui est là. C'est ça qu'on a annoncé dans le film précédent, et là on va prolonger et poser vraiment les bases de cette organisation en voyant un peu plus. Exactement, et en dévoilant également le méchant qui est Blofeld. Blofeld, mais qu'on voit pas encore complètement. Dont j'avais perdu le nom d'ailleurs, ses mains et son chat, on entend sa voix et puis on voit à quel point il est radical et intraitable avec ses employés. Et en fait le but de ce film-là, contrairement au premier où il y avait une espèce d'organisation du crime qui essayait justement de détourner de manière atomique des fusées, etc. Là, on a un but, c'est la vengeance. C'est-à-dire que James Bond est responsable de la mort de Dr No, donc l'organisation Spectre veut tuer Bond. Et pas seulement le tuer, mais l'humilier avant, et du coup on organise un plan hyper élaboré. Un plan machiavélique où on va utiliser sa faiblesse qui est donc les femmes, puisque James Bond est un dragueur qui va tomber dans les mains des femmes. Et en fait, ça, c'est la première fois justement que vraiment on va montrer cette faiblesse du personnage dans
Bon baiser de Russie, c'est ça. Parce qu'en fait, le plan machiavélique, c'est que on va prendre un nouvel engin technologique qui s'appelle le lecteur et puis qui sert à décrypter en fait des informations d'armée. On va envoyer un message au MI6 en Angleterre en disant voilà, il y a une espionne en fait qui est à Istanbul en ce moment et puis qui détient cet engin et qui aimerait le livrer en fait aux Britanniques. Et sauf que Spectre a tout manigancé, a engagé cette fille-là qui est censée jouer également une espionne russe. Elle croit qu'elle travaille en fait pour le SMERSH, donc le service de contre-espionnage russe. Et donc on joue avec les faux semblants et la manipulation et tout ça. Et on s'inscrit aussi dans le contexte de la guerre froide. Mais ça, je vais y revenir. Mais là-dessus, sur le fait de jouer sur la faiblesse de Bond, il y a aussi cette première scène que je trouve assez dantesque qui va poser justement l'enjeu principal de la mort de James Bond en fait. Est-ce qu'il va mourir ou pas dans cet épisode ? Est-ce qu'il est inquiété ou non ? C'est que le film ne va pas s'ouvrir sur le générique directement comme Dr No, mais va s'ouvrir sur une scène où on va voir James Bond dans les fourrés poursuivi avec une sorte de traque par ce qu'on devine être un autre agent spécial qui souhaite le tuer. Et là on voit James Bond se faire tuer, on se dit mais merde, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait non, c'était un entraînement et il se trouve que la personne qui est morte avait le masque en fait de Sean Connery. Et là, générique. Donc ça c'est une trouvaille aussi dans Bon baiser de Russie, c'est d'avoir... Et ça deviendra surtout un des trucs emblématiques de la franchise aussi, c'est justement les scènes très génériques. Exactement. Et le générique ultra stylisé aussi, où en fait on va nous montrer des corps de danseuses de charme et on va projeter par-dessus les écriteaux en lumière, en fait. Lumière qui va du coup se tordre en fonction des courbes des femmes. C'est vraiment, ce générique est magnifique et iconique. Et puis là va s'ouvrir justement, juste après ça, le film et toute l'intrigue dont j'ai parlé. Et vraiment cette faiblesse avec les femmes qui arrivera jusqu'à la fin, ce dilemme où à un moment donné, on a le grand méchant qui s'appelle Grant, qui est l'espion de Spectre, en fait, qui est envoyé pour tuer James Bond. Qui est joué par Robert Shaw, qui jouera plus tard le capitaine Quint des Dents de la Mer. Oui, effectivement. Et là, qui est vraiment fabuleux en méchant un peu froid, comme ça. Ouais, c'est une des grandes qualités de cet épisode, c'est qu'on a aussi un vrai antagoniste très solide face à Bond. Et il y a notamment... Et qui apparaît très peu. Aussi. Qui apparaît très peu, mais les quelques scènes où il apparaît, il y a à la fin cet affrontement dans le train qui est assez mémorable. Complet. Et il marque les esprits immédiatement. Quoi. Il marque les esprits et justement c'est là où en fait ce Bon baiser de Russie est important. C'est que contrairement au Dr No qui est assez carré, assez sobre, très peu spectaculaire comme on l'a dit, là en fait on a un budget de 2,5 millions quasiment. Donc en fait on a plus de doublé le budget originel de la saga. Donc là ça y est, on peut déployer en fait les explosions à tout va. Là, il y a une scène en hélicoptère qui est incroyable. Il y a une scène sur la mer où on fait exploser des barils avec une course-poursuite en bateau. Enfin, en fait, c'est vraiment le premier actionneur, en fait, si on veut, de la saga de James Bond. Mais paradoxalement, on est aussi encore dans du film d'espionnage peut-être un peu plus classique que le premier, parce en même temps on voyage un peu plus parce qu'on va à Istanbul, on prend l'Orient Express, on finit à Venise, mais on est moins dans l'exotisme et on est dans un film plus froid, plus sombre aussi, et qui lorne carrément du côté d'Hitchcock. Oui, complètement. Et puis on pense bien entendu à La mort aux trousses, et puis le film l'assume, Terence Young le dit aussi. Il y a clairement un hommage à La mort aux trousses, notamment dans cette scène où James Bond va fuir à pied et va être poursuivi par un hélicoptère qui essaie de lui tirer dessus, et lui court en fait désespérément pour échapper à cet hélicoptère. Donc il y a ces scènes-là qui sont très importantes et iconiques, et il y a cette bataille dans le train contre Grant, justement, et là où revient le dilemme de la faiblesse dont je voulais parler, c'est qu'il lui dit « Qu'est-ce que tu veux, Bond ? Il faut choisir. Est-ce que tu veux la femme ou est-ce que tu veux le lecteur, en fait ?» Et là, Bond, il sait pas trop quoi répondre, et puis finalement, il va castagner, tu vois. Ça, c'est sa réponse, le Bond sauvage de Sean Connery, qui va tataner, et puis de manière ultra brillante en termes de mise en scène et de montage, surtout. Mais ça annonce presque les mano à mano de Jason Bourne, hyper cut, hyper brutal. Mission impossible, etc. Là, c'est clair que Bon
baiser de Russie est une pierre angulaire là-dessus du film d'espionnage et d'action des futures décennies à suivre. Et c'est en ça qu'il est important, même si il faut le dire quand même, c'est que étant donné la production assez rapide, le film a été produit beaucoup. Enfin, le tournage a été ultra rapide. Terence Young a été un peu pressé comme un citron, contrairement à Dr. No, il pouvait vraiment se poser et faire ce qu'il voulait. On a eu son monteur Peter Hunt qui a dû reprendre des scènes qui s'étaient trop éloignées du storyboard et qui s'est dit merde, on comprend plus rien avec ces scènes de tournage, donc il va changer des choses dans le scénario à ce moment-là au niveau du montage. C'est d'ailleurs lui qui décide, je crois, de mettre cette scène d'introduction au début, de le faux assassinat de Bond. Je crois que c'était prévu pour plus tard dans le film, et il décide de le mettre au milieu et ça pose d'emblée les enjeux de l'intrigue. C'est ça, et qui va inverser aussi la présentation de Spectre et la présentation justement de l'enjeu avec ce lecteur et avec le fait d'aller à Istanbul, que James Bond doit aller à Istanbul. Enfin, plein de choses comme ça. Il y a eu des réécritures aussi, ce qui fait que contrairement à Dr. No, qui est d'une limpidité, d'une efficacité totale sur son développement, son écriture, là, je trouve que dans Bon baiser de Russie, on souffre un peu d'un ventre mou au début du film, après justement la mise en place de l'enjeu, avant qu'arrive cette James Bond girl, cette espionne qui est incarnée en fait par la mannequin dont je ne retrouve plus le nom, Daniela Bianchi, la mannequin italienne, et avant ça en fait ça traîne un petit peu la patte avant que vraiment se déploient les scènes d'action assez spectaculaires. Mais en même temps l'introduction est importante dans le sens où on continue d'ajouter des nouveaux éléments qui deviendront vraiment des canons de la franchise, de la franchise. C'est dans ce film-là qu'on voit pour la première fois le personnage de Q interprété par Desmond Llewellyn. Très important. Et les gadgets, bah ouais. parce qu'il a une mallette couteau suisse dans ce film-là, finalement. Exactement. Et c'est qui là va aussi, jeter du gaz. C'est ça, qui renferme tout un tas de secrets. Ouais. Et voilà, on prend le temps aussi de présenter un peu plus Spectre, qui sera la menace principale de ses premiers films. Et effectivement, ce deuxième film est peut-être un poil moins carré, mais il est important dans le sens où il consolide vraiment les bases de la franchise. Complètement. Alors là, tu l'as dit, sur les gadgets qui finalement vont participer aussi aux scènes d'action et donc développer la franchise dans ce sens-là. Et puis surtout, ce contexte politique qu'on avait déjà un petit peu avec Dr. No et puis ces histoires de fusées américaines. On pense forcément à Cuba à ce moment-là, de manière un peu inconsciente, mais vu l'année de la sortie, et puis où on pense là avec Bon baiser de Russie au contexte de la guerre froide, parce que finalement Spectre en fait va non seulement manigancer quelque chose pour se venger de Bond et puis pour le tuer, mais va aussi mettre en scène un affrontement entre soviétiques et occidentaux, c'est-à-dire qu'il va faire croire que les soviétiques ont voulu s'entretuer avec les Anglais, donc les soviétiques cachent quelque chose finalement à l'Occident et puis détiennent une arme secrète, et donc Spectre va participer justement à ce contexte de guerre froide et au conflit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un choix d'adaptation, parce que en fait, à la base, l'organisation Spectre est beaucoup moins souvent présente dans les romans, et notamment dans Bon baiser de Russie, l'ennemi, c'est justement pas Spectre, mais le Smerch, donc le service de contre-espionnage russe. Et là, c'est une décision, on imagine, pour essayer de ne pas attiser les conflits entre les États-Unis et la Russie. On décide de faire de l'antagoniste Spectre, qui est cette organisation qui n'est ni russe ni américaine, qui est extérieure, et puis qui finalement en fait elle va provoquer la tension de guerre froide. Donc il est important aussi là-dessus ce film-là, et qui montre que chaque James Bond qui suivra en fait va à chaque fois s'inscrire dans le contexte politique actuel, et puis va refléter en fait une idée justement historique et politique assez forte, et va s'inscrire dans l'actualité, et c'est en ça que cette saga aussi est incroyable, et où ce film là pose pas mal d'éléments, rajoute pas mal d'éléments on va dire à Dr. No, pour ensuite développer la saga qui, ça y est, devient officiellement une série, puisque à la fin du film, on nous tease quand même. C'est les fameuses scènes post-génériques de Marvel où on y dit restez au prochain épisode. Ils n'ont rien inventé. Eh ben, ils n'ont rien inventé, parce que James Bond le faisait déjà, mon ami. Et à la fin, au générique, on dit voilà, c'était Bon baiser de Russie, merci pour tout,
On se retrouve dans un an pour Goldfinger. Et voilà. Et là, je trouve que ça montre à quel point, ça y est, la saga est partie, quoi. Et d'ailleurs, on va faire pareil, puisque je crois qu'on a fait le tour de Bon Baiser de Russie. Mais gentiment. Merci Alex d'être venu nous en parler. Merci à toi Thibaut. Et on vous dit également qu'on se retrouve la semaine prochaine pour Goldfinger. Ah bah oui, justement. Alors, nous, il y a des délais d'une semaine, c'est pas un an. Oui. On reste raisonnable. Et on va parler d'un très très grand film, Goldfinger. Exactement. Et d'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.